Pour le bon déroulement de cette conférence, je vous prie d'éteindre le portable. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Nous recevons aujourd'hui au Forum de Moudjahid M. Taha Hamouche, directeur général de la pêche et de l'aquaculture. Bienvenue au Forum de Moudjahid, M. Hamouche, et merci d'avoir accepté votre invitation. Et je suppose que vous êtes venu avec une bonne pêche. Ah oui. Donc, je vous laisse présenter votre exposé. Je voudrais juste dire à mes amis journalistes, laissez votre adresse email, vous aurez les documents. Oui, on va vous le transmettre par mail. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, chère madame, et à remercier à travers vous le journal Al-Moudjahid de me faire le plaisir et l'honneur de m'inviter à son forum. Bien sûr, ce journal est historique et je suis vraiment honoré d'animer ce forum durant ce mois sacré qui est le mois de novembre, le mois de la Révolution nationale. Je remercie bien sûr tous ceux qui sont parmi nous, les journalistes tout d'abord, les cadres de la DGPA et surtout les professionnels de la pêche qui sont présents aujourd'hui avec nous. Donc cela dénote aussi du lien très fort qui existe aujourd'hui entre l'administration et les professionnels. Nous allons bien sûr recevoir également le président de la Chambre de la pêche et de l'aquaculture d'Alger, qui a été retenu par l'encombrement également, mais il va arriver incessamment. Donc en introduction, je voulais juste vous donner quelques aperçus du secteur de la pêche et de l'aquaculture que vous connaissez très bien aujourd'hui. C'est un secteur qui est vaste, c'est un secteur économique par excellence, c'est un secteur productif aujourd'hui et qui participe à l'effort de développement économique du pays. Ce secteur, ces dernières années, connaît une forte dynamique d'investissement, notamment en matière d'investissement dans la pêche et dans l'aquaculture. Dans le cadre de la politique du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, et en exécution bien sûr du plan d'action du gouvernement qui vise à assurer d'abord la sécurité alimentaire du pays. Ce secteur participe à assurer la sécurité alimentaire du pays, à diversifier la ration alimentaire de l'Algérien, mais surtout à participer à l'effort du gouvernement dans le cadre de la diversification de l'économie nationale, de la création d'emplois, de la création de richesses à travers un objectif qui est de doubler la production nationale de poissons de 100 000 tonnes à 200 000 tonnes. Donc 200 000 tonnes à 200 000 tonnes annuellement. Aujourd'hui, nous en sommes à 120 000 tonnes de production estimée que nous attendons à la fin de l'année en cours. Il y a eu une nette augmentation de la production durant les 10 premiers mois de cette année, qui est passée de 108 000 tonnes à peu près, enfin ce sont des estimations de clôture qui vont passer de 108 000 tonnes à peu près entre 115 000 et 120 000 tonnes. Nous espérons atteindre ce chiffre au vu de la croissance enregistrée qui est de plus de 20% durant les 10 premiers mois de cette année. Donc ces résultats qui sont obtenus sont bien sûr le résultat d'investissements qui ont été réalisés dans le domaine, mais de l'évolution du secteur également depuis 2000. Il faut rappeler que la flottille nationale est passée de 2000 unités de pêche à peu près en 2000 à plus de 5500 aujourd'hui, ce qui est une augmentation significative. Le nombre de ports réalisés
qui était d'une vingtaine début 2000 est passé à 44 aujourd'hui entre port et abri de pêche. Les emplois ont atteint plus de 105 000 emplois. Donc l'objectif étant d'atteindre 100 000 au terme du quinquennat. Ils étaient de 70 000 en 2014. Donc il y a eu une évolution de la création d'emplois. Il y a eu beaucoup d'investissements réalisés dans la construction navale, dans la transformation, dans toutes les activités connexes à l'activité principale qui est la pêche et l'aquaculture. Nous estimons durant les dernières années, le dernier quinquennat, les investissements, ou plus que le dernier quinquennat, les investissements réalisés dans le secteur de la pêche à plus de 60 milliards de dinars consentis dans ce domaine et qui commencent à donner les résultats que vous voyez aujourd'hui. Par rapport au développement de l'aquaculture, et c'est sur ce développement que nous misons pour augmenter l'offre en matière de production. Comme vous le savez, il y a la problématique de la raréfaction de la ressource, qui est une problématique mondiale. Il y a une problématique de la limitation de la ressource au niveau de la Méditerranée, et tous les experts autour de la Méditerranée s'accordent à dire que cette ressource n'augmentera pas. Tout ce qu'on peut faire et tous nos efforts visent justement à la préservation de cette ressource, et à travers la préservation de cette ressource, on va préserver les emplois existants et les emplois créés dans ce domaine. Donc, où est-ce que nous allons chercher l'augmentation voulue? C'est à partir du développement de l'aquaculture. Et le développement de l'aquaculture, il y a trois niveaux: le développement de l'aquaculture continentale, le développement de l'aquaculture marine, le développement de l'aquaculture à travers l'intégration de l'aquaculture à l'agriculture. Et là, nous avons des opportunités formidables qu'offre le pays pour ce développement. Et comme je l'avais dit en introduction, il y a une très forte dynamique d'investissement dans ce domaine. Il y a à peine 2 ans, et même à la première occasion que vous m'avez offert de participer à ce forum, les bilans étaient depuis une vingtaine d'années assez timides pour le développement de l'aquaculture. On était à peu près une vingtaine de projets d'aquaculture, pas plus. Aujourd'hui, nous en sommes à 65 projets réalisés et en production. Nous en sommes à 65 en cours de réalisation, 65 autres, donc en cours de réalisation. Et il y a à peu près 192 projets qui ont reçu l'aval du CNRDPA et des autorités locales pour justement s'installer, que ce soit au niveau marin ou au niveau continental, avec des capacités de production importantes aujourd'hui. Il y a aujourd'hui maîtrise de cette activité. Il y a des investisseurs qui investissent de plus en plus gros sur ce domaine. Nous avons vu il y a quelques jours l'installation du plus gros projet d'aquaculture marin avec 40 cages d'une capacité de 4000 tonnes au niveau de la wilaya de Mostaganem. Les alevins sont arrivés, vont commencer l'alvinage samedi, Inch'Allah. Cette capacité de 4000 tonnes, il faut la remettre en perspective. 4000 tonnes, c'est l'équivalent de la pêche d'une wilaya comme la wilaya de Jijil. Par exemple, la wilaya de Jijil fait 3500 tonnes. Alger fait 4500 tonnes. Et quand je dis par an, Alger fait 4500 tonnes et Jijil fait 3500 tonnes. Tous les bateaux, tous les navires, tout ce qui est pêché, Jijil est connu pour sa production halieutique. Et donc, un seul projet va permettre de produire l'équivalent d'une wilaya en l'espace de peu de temps. Et ce n'est pas le seul. Dans la wilaya de Mostaganem, ce n'est pas le seul. Dans la wilaya de Mostaganem, il y a 13 projets en cours de réalisation.
et 10 autres qui viennent d'obtenir leur validation seulement pour la wilaya produit combien la wilaya de Mostaganem. Mostaganem, elle est à ses débuts, elle vient de s'installer. Non, mais non, dans la pêche La wilaya de traditionnelle. Mostaganem, elle produit 7000 à 7500 tonnes par an. Donc, dans Est-ce qu'il les... est logique d'installer justement une station de l'aquaculture dans une wilaya qui produit Bien sûr, parce que il y a... Le but, c'est de faire quoi? Profiter de tous les Algériens. Tout On à ne fait. pas aller vers le sud. Mais on va vers le sud. On va vers le sud. On va revenir à l'occasion des questions-réponses. Nous sommes dans le propos introductif, mais au moment des questions-réponses, je me ferai un plaisir de vous parler de l'aquaculture saharienne qui est devenue une référence mondiale. Et je le dis bien mondiale, il y a eu même des articles publiés dans des revues spécialisées sur l'aquaculture saharienne en Algérie. Et là, je serai vraiment fier et j'aurai un plaisir de vous en parler. On continue sur l'investissement. Il faut de l'investissement pour doubler la production aquacole, et il faut également préserver cette pêche qui est actuellement qui se fait et qui atteint des niveaux importants en Méditerranée, parce que 100 000 tonnes, aujourd'hui on est à 110 000 tonnes de production à partir de la pêche. Nous sommes sur le podium de la production en Méditerranée. Il faut savoir qu'il y a 4 ou 5 pays en Méditerranée qui font 80% de la pêche en Méditerranée. La Méditerranée produit 1 100 000 tonnes, l'Algérie produit 110 000 tonnes, et nous sommes parmi les 5 pays qui produisent 80% de la production halieutique de la Méditerranée. Il faut le souligner, pour souligner l'effort que font les professionnels par rapport à cette pêche. Nous ne sommes pas les derniers de la classe, mais loin de là, nous sommes sur le podium. Pour ce qui est des pêches spécifiques, la pêche au thon, par exemple, il y a eu, comme vous le savez, une augmentation très significative du quota de l'Algérie par rapport à ce thon. Pour rappel, en 2010, l'Algérie avait perdu 4/5 de son quota. On était à 700 tonnes. On est passé à 100 tonnes seulement en 2010. En 2015, nous étions à 460 tonnes. Et aujourd'hui, nous sommes à 1600 tonnes de quota pour l'année 2020, 1655 tonnes. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 années de négociations, nous avons quadruplé le quota de l'Algérie, ce qui dénote un retour de l'Algérie. Pour 2020, pas pour 2019. 2019, il y aura 1450 tonnes, et 2018, la totalité du quota qui était de 1306 tonnes a été pêchée par des navires algériens, 14 navires algériens. Donc, ce qui concerne le quota. Et hier seulement, c'est vraiment très chaud. Vous en avez la primeur. Nous avons eu l'aval de l'ICAT pour la réalisation des 3 fermes de thon. Ça a été signé, accordé à l'Algérie pour une capacité totale de 1800 tonnes de grossissement de thon rouge. Et nous avons eu également l'aval de l'ICAT pour augmenter la flottille nationale à hauteur du quota algérien. Ça aussi, c'est un travail qui a été fait par nos équipes de négociateurs. Pour rappel, les fermes, la réalisation de nouvelles fermes en Méditerranée était complètement fermée par cette institution. Et c'est à la demande de l'Algérie qu'il y a eu cette ouverture, et qu'il y a eu accord pour notre pays de réaliser les 3 fermes. Et nous avons reçu le mail d'ailleurs tout juste hier de la part de notre délégué au niveau de l'ICAT, et je tenais absolument à ce que ça soit dit au niveau de ce forum. Donc pour ce qui est de la formation... On va le manger aussi. Hein. Pardon ? J'espère qu'on va le manger. Cette année, oui, parce que nous avons obtenu un quota supplémentaire sur les 1450 de 2019 et les 1650 de 2020. Nous avons eu 50 tonnes supplémentaires sur les 2 années, 50 et 50, qui sont destinées à la pêche artisanale. Toutes les années précédentes, tout ce qui était pêché était destiné à l'exportation. Et tout ce qui était pêché était
exporter cette année pour nos artisans, parce que nos artisans aussi ont souffert de la réduction du quota de l'Algérie en 2010. Donc c'est un juste retour. Quand nous avons négocié les quotas, on avait obtenu dans un premier temps 1400 tonnes et 1600 tonnes. Nous sommes retournés à l'ICAT, nous avons obtenu 50 tonnes supplémentaires destinées à la pêche artisanale, ce qui va être mis sur le marché en Algérie. Tout le reste, bien sûr, est exporté parce que le thon, il faut le savoir, a une très forte valeur marchande à l'international, notamment sur les marchés asiatiques. Il peut atteindre jusqu'à 100 € le kilo sur ces marchés-là. Ça dépend de la qualité du thon. C'est des marchés boursiers, donc c'est des marchés qui montent et qui descendent. Mais 100 € le kilo, c'est des niveaux de prix qui poussent nos pêcheurs à l'exporter. Néanmoins, nous avons gardé cette partie du quota pour que ça soit commercialisé ici en Algérie. Durant la saison de pêche du thon l'année dernière, au mois de mai, nous avons vu le kilo céder sur nos marchés à 800 dinars à peu près, 1000 dinars le kilo du thon rouge. On est loin des niveaux, des prix pratiqués en Asie. Pour ce qui est de la formation, cette année a connu le démarrage de nouveaux programmes parce que nous avons travaillé sur la réécriture de l'ensemble des programmes pour nous mettre à jour de ce qui se fait dans les écoles autour du bassin méditerranéen. Donc l'année 1, nous avons passé 2 années avec le concours d'experts étrangers et d'experts nationaux qui ont appuyé nos experts nationaux à la réécriture de tous les programmes et à la mise à niveau de tous les programmes de formation au niveau national. Et cette année, à l'occasion de la rentrée pédagogique qui s'est déroulée à Chechenne, nous avons lancé l'ensemble de ces nouveaux programmes. Non seulement les nouveaux programmes, mais les modes aussi ont changé. Nous avons introduit le mode de formation par alternance, ce qui permet aux professionnels et de travailler et d'avoir une formation en simultané et donc d'augmenter leur capacité et leur formation. Et il y a également l'introduction de nouvelles formations parce que l'aquaculture connaît une dynamique très forte d'investissement et ces investisseurs ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, ont besoin de techniciens qualifiés. Et aujourd'hui, nous avons introduit de nouvelles formations dans ce cadre, à l'image de conducteurs, de patrons de bateaux d'aquaculture, parce que c'est des bateaux spécifiques qui sont destinés au nourrissement et à tous les travaux liés autour des cages en mer. Donc voilà ce qui est nouveau par rapport à cela. Il y a un engouement aussi de la part des jeunes pour le secteur. Nous sommes passés en l'espace d'une année de 700 inscrits à plus de 1200 inscrits au niveau de l'ensemble de nos écoles. Ça c'est vraiment important, sans compter tous ceux qui s'inscrivent au niveau des centres de formation relevant du ministère de la Formation et de l'Enseignement supérieur, parce que nous avons conclu un accord avec ce ministère pour utiliser les structures disponibles quand la pêche n'est pas présente au niveau des wilayas. Pour ce qui est de la recherche scientifique, comme vous le savez, nous avons un centre très dynamique qui réalise vraiment de belles choses en relation avec le monde économique et le monde professionnel. Nous avons un bateau, le Green Belkacem, qui va sortir dans les prochains jours pour effectuer successivement 3 missions. Donc l'évaluation des ressources pélagiques, une sortie pour ce qu'on appelle une évaluation écosystémique, donc c'est pour la salubrité du milieu. Là aussi on peut parler des réseaux qui ont été installés pour la surveillance de l'eau, de la qualité de l'eau et de la qualité du produit, parce que nous travaillons dans un milieu où il faut savoir si ce milieu est favorable à la pêche et favorable à l'investissement. Est-ce que les produits que nous consommons sont bons ou ne sont pas bons? Les produits que nous consommons sont bons et nos côtes sont très majoritairement très propres.
Et nous avons la troisième mission qui est une évaluation du démersal. Nous avons achevé la réunion, les élections pour le renouvellement des instances de la Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture qui s'est achevée par l'élection du président national de la pêche et de l'aquaculture et des deux vice-présidents qui ont été installés le mois dernier par Monsieur le ministre. Et donc nous avons maintenant un partenaire avec qui nous pourrons traiter des problématiques liées directement aux pêcheurs, aux professionnels qui activent dans le domaine. Bien sûr, il y a un niveau de coopération très élevé. Ces dernières années marquent le retour de l'Algérie sur la scène internationale. Nous faisons partie d'un ensemble, d'un bassin méditerranéen que nous exploitons en commun avec 23 pays. Donc nous devions assurer une présence au niveau de ces instances pour défendre les intérêts de notre pays. Donc c'est pour cela que je vous parlais de l'ICAT tout à l'heure, mais de la CGPM. Nous avons un candidat algérien qui est proposé pour la vice-présidence de cette institution. Et pour les autres activités également, il y a une forte présence de l'Algérie. Le Centre national de recherche, le CNRDPA, pour la pêche et pour le développement de la pêche et de l'aquaculture, a été élu président du réseau maghrébin des centres de recherche le mois dernier d'ailleurs. Donc vous voyez qu'il y a une dynamique à l'international. Nous revenons d'Égypte, où nous venons de sceller des accords pour le partage d'expériences. L'Égypte est un gros producteur d'aquaculture. Ils font plus de 1 million de tonnes. Ils le font depuis des dizaines, voire des centaines d'années, parce qu'ils font le tilapia du Nil. Comme son nom l'indique, c'est le tilapia du Nil. Donc ils sont très développés par rapport à ces espèces. Nous venons de signer un accord pour le développement de la coopération dans ce cadre, dans le partage des expériences. Ils vont prendre en charge la gestion d'une ferme ici, une ferme pilote ici à Béchar, pour le partage d'expériences. Ils sont présents ici, leurs experts seront présents ici durant une longue durée, et cette ferme aura un rayonnement sur le développement de l'aquaculture continentale, l'aquaculture d'eau douce au niveau national. Bien entendu, nous avons aussi des domaines que nous maîtrisons mieux que ces pays. La reproduction de la crevette est une marque algérienne aujourd'hui au niveau africain et au niveau arabe. Donc ces pays désirent avoir un partage de nos expériences et de notre expertise par rapport à ces domaines. Donc nous avons également des choses à offrir à ces pays dans le cadre d'échanges d'expériences. Avec l'Union européenne, bien sûr, il y a un vaste programme d'Iveco 2 qui est aujourd'hui qui tire à sa fin. Nous sommes vraiment à la fin de la réalisation de ce programme. Et l'ensemble des acteurs ont marqué une très grande satisfaction quant à la réalisation de ce projet, quant au niveau de réalisation qui atteignent des niveaux très importants par rapport à d'autres projets de coopération. Nous avons un niveau de contractualisation qui a dépassé les 97%. Et ça, c'est vraiment digne de le souligner. C'est vraiment ce qui fait que ce programme est aujourd'hui une référence pour la coopération dans les domaines économiques entre l'Algérie et l'Union européenne. Il y a bien sûr la coopération avec la Corée, la coopération avec la Chine qui s'intensifie. Et nous avons bien sûr, en ce qui concerne le corail rouge, finalisé l'ensemble des textes qui ont fait l'objet de publications dans le journal officiel. Il y a l'Agence nationale de la pêche et de l'aquaculture qui a été mise en place, pour lesquelles nous avons reçu l'ensemble des textes. Il y a un nouveau directeur général
qui est proposé. Il reste 2 textes du ministère des Finances relatifs aux douanes qui restent à promulguer, et tout de suite après la promulgation de ces 2 textes qui sont importants, parce qu'il y a la structure aujourd'hui, il y a l'encadrement juridique aujourd'hui qui est publié, et dès que les 2 textes des douanes seront publiés, bien sûr, nous allons démarrer la réexploitation de cette importante ressource. Nous avons, pour finir, il y a, ça aussi c'est un scoop pour le journal Al-Moudjahid, l'Algérie co-préside l'initiative pour le développement de l'économie bleue en Méditerranée occidentale depuis déjà 1 année. Et à ce titre, l'Algérie et Alger va abriter une grande conférence des parties qui va regrouper des experts, des institutionnels, des chercheurs, des investisseurs venant des 10 pays de l'économie de la Méditerranée occidentale, et qui vont proposer des projets en commun pour le développement de ce qu'ils appellent aujourd'hui l'économie bleue dans cette sous-région, et qui sera suivi, ça sera le 3 pour la conférence des parties prenantes, qui sera suivi le 4 décembre par une réunion ministérielle des ministres des 10 pays de la Méditerranée occidentale, donc sous format 5+5, donc il y aura 5 pays du Maghreb et les 5 pays de l'Europe occidentale, qui sont le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la France et Malte. Et du côté du sud, c'est la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Donc il y aura la réunion ministérielle qui sera sanctionnée après un travail d'1 année mené par l'Algérie avec la coprésidence française, qui sera sanctionnée par ce qu'on appelle la déclaration d'Alger, et qui mettra bien sûr en place une véritable feuille de route. Ce sera la feuille de route qui sera décidée à Alger pour la conduite de ce développement de l'économie bleue en Méditerranée occidentale. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je voulais toucher à tous les sujets pour justement que vous ayez une image de l'importance de ce secteur et de toutes les facettes, toutes les activités importantes qui sont liées à ce secteur, et surtout sa place dans les enjeux stratégiques et économiques en Méditerranée, surtout qu'aujourd'hui le président, son Excellence le président de la République, a élargi la souveraineté nationale en Méditerranée en déclarant la zone économique exclusive. C'est une extension de la souveraineté nationale sur plus de 200 miles sur la mer. C'est une décision historique qui nous permettra de profiter de cet espace stratégique, d'abord de par son importance très riche en ressources, que ce soit en ressources biologiques, en ressources minières, en ressources énergétiques, en ressources en sous-sol également. Donc il y a lieu de souligner ce pas important, et bien sûr il y a le développement également de la pêche et de l'aquaculture au niveau de ces zones qui vont nous offrir des perspectives de développement, de création de richesses, de croissance et de création d'emplois. Donc je vous remercie. Merci Monsieur Hamouche pour cet exposé. Sauf que ils sont bien beaux les chiffres que vous avez présentés, mais sur le terrain, ce n'est pas palpable. À votre avis, pourquoi? Je ne dirais pas ce n'est pas palpable. C'est l'aménageur de moins 50 ans qui vous parle, pas la journaliste. Et je répondrai aux deux, à la journaliste et à la ménagère, parce que moi-même, je fais le marché et j'achète le poisson, contrairement aux idées reçues. Voilà. Donc, je vais vous commencer par un effet avant d'argumenter sur cette question de disponibilité et de prix. D'abord, dans mon exposé, on a parlé de ressources et de raréfaction de la ressource, et les professionnels sont là. Et les professionnels qui sont là depuis plusieurs années, c'est des gens qui sont en mer de père en fils. Donc ils peuvent vous dire
que la pêche aujourd'hui n'est pas celle qu'elle était avant. Ça veut dire qu'au niveau des débarquements, les professionnels eux-mêmes, et qui sont confortés par les experts et les expertises, par les évaluations que font nos scientifiques et par les évaluations que font les scientifiques autour de la Méditerranée. Tous vous diront qu'au niveau des débarquements, il y a un problème, il y a une raréfaction de cette ressource aujourd'hui. Et donc, s'il y a raréfaction de la ressource, il y a raréfaction de l'offre sur le marché, forcément. Et puisque nous sommes, alhamdoulilah, en augmentation démographique, il y a quand même une certaine dynamique démographique en Algérie. Donc vous aurez de l'autre côté une augmentation de la demande, ce qui va créer une pression sur les prix des poissons. Deuxième argument, c'est que les poissons, c'est des produits saisonniers, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'on croit qu'on va pêcher le poisson tout le temps en mer de la même manière. Le poisson est un produit saisonnier. La sardine, par exemple, vous l'avez en très grande quantité à partir du mois d'août, mois de juillet, août. Et la saison se termine malheureusement ces jours-ci avec l'arrivée des mauvaises conditions climatiques et avec le refroidissement de l'eau, parce que le poisson aussi suit la température de l'eau. Il y a eu une très bonne production de poissons durant cette période, nous l'avons noté. Nous l'avons aussi noté par rapport au prix qui était pratiqué, et surtout au niveau des wilayas intérieurs. À Jijel, il y a eu un effondrement des prix du poisson. À Mostaganem également, il y a eu un effondrement des prix du poisson, mais je ne dis pas que c'est un effondrement sur toute l'année, c'est sur des périodes. Mais si nous travaillons sur des moyennes, nous allons voir que de toute façon, cette pression démographique, cette pression sur la demande va entraîner une pression sur le prix. La réponse n'est pas ni de la démagogie, ni de dire qu'il n'y a pas de problème, ni de dire qu'il y a du poisson, ne vous inquiétez pas. La réponse, c'est la production du poisson à travers l'aquaculture. Les derniers chiffres de la FAO donnent au niveau mondial, pas au niveau national, au niveau mondial, une stagnation de la production de la pêche. Toutes les quantités produites en supplément, en croissance, viennent de l'aquaculture. Ça, c'est au niveau mondial. Si nous voulons répondre à la problématique de la disponibilité, c'est la production au niveau de l'aquaculture. Aujourd'hui, je vous avais dit, il y a à peu près 2 ans, il y avait une vingtaine de projets d'aquaculture. Aujourd'hui, il y a 65 projets d'aquaculture. Nous commençons, puisque vous parlez du palpable, nous commençons à voir des produits d'aquaculture sur nos marchés. Et les gens ici, j'en suis sûr, les journalistes ou les ménagères aussi, les pères de famille, voient la dorade arriver sur le marché. Et ces quantités qui arrivent sur le marché, et ça je peux vous montrer des photos où on peut aller à la pêcherie d'Alger, parce ça a permis de réduire significativement le prix. Et vous le voyez, pourquoi? Ce n'est pas un ressenti. Parce que les vendeurs continuent à considérer la dorade sauvage comme étant un produit de la pêche et la dorade d'élevage comme étant un autre produit. Mais c'est la même quand vous la regardez sur les étals, c'est la même visuellement, mais vous avez d'un côté sur le même marchand, et je peux vous montrer même les images, 2200 le prix de la dorade royale de la pêche, 1100 ou 1200 le prix de la dorade d'élevage. Au-delà de ce qu'on peut appeler dorade d'élevage, est-ce qu'elle est meilleure, est-ce qu'elle n'est pas meilleure, mais un effet prix, l'effet prix est là. L'effet prix, c'est que vous avez une dorade à 2200 et à côté vous avez une dorade à 1100, 1200. Moi je peux vous dire, parce que je suis consommateur de la dorade d'élevage, il n'y a aucune différence entre les deux, si ce n'est la carte qui est dessus. Wahda Mktouba dorade pêché, l'autre Mktouba dorade d'élevage, et vous voyez le niveau de prix a été divisé par 2. Ça veut dire si nous continuons cet effort, si tous les projets d'investissement qui sont en cours de réalisation, notamment celui de 40 cages et d'autres, parce qu'il y en a d'autres, il y a même des projets de crevetticulture qui sont en train d'être mis en place. Il y a des gens qui vont produire de la crevette très vite, des investisseurs et pas des projets du CNRDPA. Donc ces quantités, quand elles vont être mises sur le marché, vont avoir un effet sur les prix.
Maintenant que les C'est à gens... long terme, à court terme. C'est à très court terme parce que je vous le dis, aujourd'hui, la dorade d'élevage est sur les marchés et je vais C'est la seule espèce. il y a la dorade, il y a le loup et je peux même aller plus loin. Aujourd'hui, quand vous avez le marchand qui vient dans les quartiers, il propose de la sardine et il propose de la dorade. La dorade qui était recherchée au niveau des pêcheries, la sardine au niveau des quartiers, des marchands ambulants. Ça dénote qu'il y a un impact. Il n'est pas significatif. C'est-à-dire nous n'allons pas crier victoire tout de suite parce que c'est maintenant que les investissements commencent à donner. Et tous les investissements dont je vous ai parlé, les 65 en cours de réalisation et les 135 qui ont été validés, quand ils entreront tous en production, certainement vous allez avoir un effet sur les prix. Et quelle est la place de l'aquaculture dans les wilayas sud? Tout à l'heure, vous avez évoqué l'exemple de la wilaya de Mistral. Et pour le sud? Pour le sud, il y a eu un reportage de Reuters qui est venu en Algérie, qui a fait un peu le tour des wilayas du sud. Il y a une labellisation aquaculture saharienne algérienne qui a fait l'objet d'une publication internationale. Nous avons aussi organisé un séminaire. Oui, on a organisé un séminaire international au niveau d'El-Oued avec la participation du PNUD, avec la participation de l'AFAO et avec la participation des experts nationaux sur cette thématique, parce que cette thématique connaît une importance grandissante. Il y a ceux qui ont réalisé leurs projets, il y a plus d'une cinquantaine qui ont réalisé des projets, mais il faut tenir compte de l'ensemble des agriculteurs aujourd'hui qui utilisent leur bassin pour la production de poissons à travers leur bassin d'irrigation. Parce que quand vous avez un bassin d'irrigation, quand vous avez une superficie agricole, vous n'avez pas besoin d'investir. Donc vous n'avez besoin que d'une formation et des alevins au début, donc les petits poissons, pour conduire votre élevage, une formation sur la conduite de l'élevage et une formation sur la production d'aliments au niveau de la ferme. Il y a soutenus par l'État à travers non, pas du tout, à travers l'accompagnement technique, à travers la fourniture d'alevins et à travers la formation qui est offerte à ces bénéficiaires. Il y a eu plus de 1200 agriculteurs qui ont bénéficié de cette formation, qui ont bénéficié d'alevins et qui bénéficient toujours de suivi technique au quotidien. Au niveau c'est au niveau du sud qu'il y a les plus grandes zones d'activité aquacole. À El-Oued, il y a 1000 hectares de zones d'activité aquacole comparé à Mostaganem où il y a une zone d'activité aquacole de 20 hectares. Donc vous pouvez imaginer la différence, sauf que au niveau du nord, c'est des zones qui viennent en soutien aux projets qui sont en mer, parce que vous avez besoin des superficies en mer pour installer les cages et des petites superficies à terre pour les travaux de soutien à cette activité. Mais au niveau du sud, vous réalisez des bassins au niveau de ces territoires. Et là, vous avez besoin d'étendue. Et nous avons bien sûr au niveau du sud demandé à ce qu'il y ait la réalisation, bien sûr, aux côtés de ces projets d'aquaculture, de l'agriculture, pour qu'il n'y ait pas déperdition de l'eau, parce qu'il ne s'agit pas de perdre cette eau qui est très riche en matière organique et qui peut produire de la végétation, qui peut produire des produits agricoles biologiques. Sans engrais pour Oui, oui, tout à fait. Merci, M. Hamous. Merci à vous. On va prendre les questions de nos amis journalistes. On prend une seule question? Oui. Donc, on prend une seule question. Oui, trop bien. Journal? Reporter. Dans votre intervention, vous avez parlé des représentants de la presse sont présents. Oui. Vous avez parlé aussi... Le micro, s'il vous plaît. Oui, vous avez parlé aussi que en juillet à août, il y a eu des pêches records. De juillet à octobre. Oui, des sardines. Oui. De façon phare.
Mais là où je ne suis plus d'accord avec vous, et je vous interpelle, vous et les représentants de pêche ici, qui est responsable du portage? Quand moi, c'est le vendeur de poissons, moi j'achète le cajou tel quel. Qui est vraiment le responsable de cette pratique honteuse du fardage? Le fardage. Le fardage, oui. Du poisson, je mets sur le feu, qu'est-ce que c'est que le fardage? Mettre en haut du poisson de taille commerciale et en bas de taille qui n'est pas commerciale. Pas du tout. Ma deuxième question sera sur vos projets d'aquaculture. Je ne vous apprends pas rien que l'Algérien reste encore hésitant sur la consommation des produits d'eau douce. Nous sommes encore, chez nous, on a une espèce de mur, on le rejette carrément. Voilà. Et je voudrais que vous me répondiez qui est responsable de ce fardage exactement. Très bien. Une dernière question, s'il vous plaît. Depuis le temps qu'on entend qu'une loi existe sur le terrain, qu'il a été interdit les cages en bois, on les retrouve toujours sur le marché, c'est ce qui est déplorable. Qu'est-ce que fait la police de la pêche si elle existe? Et si elle a été mise en place depuis qu'on l'a annoncé? Merci, monsieur. تفضل أحمد. ناخذ النوال ما نعرفش نقول. تفضلي نوال. ما عندنا مسيو حموش بونجور. نوال جاي مساء. مسيو حموش في الفترة الأخيرة يعني تم فتح طريق تجاري إلى نواكشوط إلى موريتانيا، وهذا ما يفتح لنا مجال آخر فيما يخص توفير منتوج الصيد البحري وهو اللجوء إلى الصيد بالمحيط. هل هناك اقتراح يعني من المتعاملين المهنيين تاعنا أنهم يقدروا يروحوا لموريتانيا للإنتاج الصيد البحري في تلك المنطقة، خاصة أنه الآن كل الظروف مهيئة لهذه العملية. السؤال الثاني فيما يخص مشروع تربية الجمبري سي حموش، ما تحدثتناش عن المشروع يعني النتائج تاعو الآن، متى سيتم يعني الشروع فعلا في إنتاج الجمبري داخل الأقفاص العائمة، وهذا ما سيحل إشكالية نقص الإنتاج في الصيد البحري. شكرا. وي مسيو تفضل. قدم نفسك من فضلك. نعم. عبد صامد قناة البلاد. إذا كان ممكن تقترح باللغة العربية. فيما يخص الكمية التي وصلنا إليها الآن من إنتاج السمك وطنيا، وهل هناك يعني إمكانية يعني ولا مجموعة مشاريع التي تقوم بها الهيئة تاعكم الخاصة من أجل إنتاج السمك في النواحي الداخلية، خصوصا أنه نعرف بأن هذا الشيء يمكن يقلل من الأسعار. احنا اليوم في الجزائر العاصمة هنايا سعرها يبلغ 300 دينار يمكن الكيلوغرام، وما أدراك بالولايات الداخلية اللي يكون فيها ترانسبور ويكون فيها إذا المواطن راح يلحق سعر أسعار كبيرة. هل هناك يعني مجموعة إجراءات فيما يخص التعامل مع الأسعار على مستوى الولاية الداخلية ومجموعة المشاريع من أجل إنتاج الأسماك في الولاية الداخلية؟ شكرا. شكرا. Vous répondez, monsieur Hamouch, la deuxième série de questions. Très bien. سامحيني. Merci pour cette première série de questions. Effectivement, les professionnels sont là. Les professionnels ont une très grande conscience de la problématique qui est liée à la pêche. On en parlait ce matin et on en a parlé déjà à l'occasion des différentes réunions périodiques que nous avons avec la profession. Nous avons mené ensemble une vaste campagne avec les professionnels pour l'élection de leurs représentants avec lesquels nous devons avoir un dialogue. Et je peux vous assurer que ce processus a abouti à l'élection transparente et honnête de vrais représentants de la profession, donc des professionnels qui sont dans ce métier de père en fils. Donc c'est vraiment des gens qui ne sont pas des arrivistes et qui arrivent vers le métier. Pourquoi je vous parle de ça par rapport à votre question? Dans toute activité commerciale, il y a certaines pratiques que nous déplorons, que nous dénonçons et que nous poursuivons et que nous punissons. Donc ça c'est un travail qui est réalisé par les services vétérinaires au niveau des débarquements, parce qu'il faut savoir que les débarquements se font au niveau des halles à marée, et c'est là où il y a le premier contrôle vétérinaire, c'est là où il y a les premiers services du commerce qui sont installés, et toutes les phases de commercialisation, et il y a ce suivi, il y a
Ce que nous n'en sommes pas, ou ce qui n'est pas médiatisé, c'est le volume des saisies qui sont opérées par rapport à ces pratiques que vous dénoncez et que nous dénonçons également. Et pas plus tard que la semaine dernière, ici, au niveau de la wilaya d'Alger, il y a eu une saisie par rapport à cette problématique de taille, et je peux vous assurer qu'il y a eu cette saisie la semaine dernière. Je vous parle de cette saisie. Pourquoi? Parce que c'est un exemple. C'est pas la seule. Il y a des saisies au niveau de tous les ports. On peut connaître un nom? Et cette saisie, on peut en discuter avec les services vétérinaires. Mais pourquoi je vous parle de cette saisie particulièrement? Parce que ce qui est saisi n'est pas jeté. Et ce qui est saisi est proposé à la DAS d'abord en tant qu'institution pour une consommation. Nous ne saisissons pas, bien sûr, nous ne proposons pas à la DAS des produits qui ne sont pas conformes pour la consommation, mais qui répondent à ces types de pratiques. Il faut qu'il y ait un travail de toutes les administrations pour arriver à ce qu'il y ait cette rigueur dans l'application de la loi. Vous parlez des cages en plastique, il y a une réglementation qui existe par rapport à ces cages, à l'utilisation de ces cages en plastique, l'obligation d'utiliser les cages en plastique. Le Wali d'Alger veille pour son application. D'autres wilayas également. Sur certains autres endroits, il y a une progressivité dans l'application de cette loi parce qu'il y a un travail de concertation à faire. Ce n'est pas l'interdit qui va nous amener à faire adhérer les professionnels, mais cette progressivité qui est en train de gagner du terrain. Et je peux vous assurer que les dernières décisions prises par le département ministériel dont relève la pêche visent à interdire totalement ce type de pratique, et l'ensemble des walis ont été saisis. La police de la pêche. La police de la pêche n'existe pas. Il n'y a pas de police de la pêche, c'est pour ça que je n'ai pas... Vos prédécesseurs m'avaient bien annoncé il y a quelques années. Ça reste un projet? Il y a des projets qui sont annoncés par les départements ministériels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas connaître le jour, mais c'est un séquençage de réalisation qui relève de la priorisation des activités gouvernementales. Si elles sont annoncées, ça veut dire qu'elles vont être réalisées. Il y a bien sûr une priorisation des actions à entreprendre, la finalisation de l'ensemble de l'encadrement juridique et que nous sommes en train d'achever avant d'aller vers une police, parce qu'une police nécessite une réglementation complète pour qu'elle puisse activer avec des outils disponibles. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a l'examen d'un décret exécutif portant sur l'organisation des zones d'activité aquacole. Ça, c'est le dernier texte que nous sommes en train de produire. Il y a d'autres textes qui ont été produits cette année et il en reste d'autres, des textes d'application. C'est une question de priorisation et certainement qu'il y aura à la fin mise en place de ces instruments annoncés précédemment. Pour ce qui est des projets d'aquaculture et de la consommation et de la culture de consommation, il y a aujourd'hui une culture très large de consommation des poissons d'eau de mer. Et je peux même vous dire que cette culture qui était limitée aux villes côtières, même pas aux wilayas côtières. Parce que je parle il y a 20 ans ou 30 ans de cela, quand vous vouliez consommer du poisson, il fallait aller vers les villes côtières avant que les poissons commencent à entrer sur les marchés. Et aujourd'hui, avec le développement des infrastructures routes et autoroutes, et notamment l'investissement dans les transports frigorifiques, vous pouvez trouver de la sardine à Béchar le jour de sa capture. Donc ça, pour la culture de consommation du poisson d'eau de mer, ça commence à se généraliser vraiment.
Par contre, pour la consommation d'eau douce, il y a de la production du poisson d'eau douce depuis très longtemps en Algérie. Et quand vous faites la route de Chlef, par exemple, mais avant qu'il y ait l'autoroute, vous aviez toujours des vendeurs qui proposaient du poisson d'eau douce. Il y a un marché pour ces poissons, mais je suis d'accord avec vous, il n'y a pas cette culture de consommation du poisson d'eau douce à l'image de ce qui se fait dans certains pays européens qui ont comme plat principal justement ce type de produit. Nous faisons un double travail. D'abord un travail au niveau de la production et un travail au niveau du marché, parce que vous avez besoin d'un marché pour produire le poisson. Aujourd'hui, les agriculteurs qui ont un engouement vers cette production le produisent pour les effets sur leur production, sur les engrais qu'ils obtiennent à travers cet élevage. C'est-à-dire que le poisson est une prime finalement à une pratique qui est destinée à remplacer les engrais chimiques par des engrais organiques. Et ils ont vu le résultat. Très vite, il y a des gains en productivité, il y a moins de maladies dans les superficies irriguées à partir des eaux d'élevage de poissons. Donc ce qui était considéré comme une prime, aujourd'hui commence à gagner des parts de marché, et ces produits se retrouvent au niveau des marchés locaux. Mais je peux vous rassurer par rapport à cette consommation qui commence à être connue, notamment au niveau du sud. Le tilapia du Nil commence à être connu plus au sud qu'au nord. Le poisson-chat commence à être connu plus au sud qu'au nord. Je peux vous assurer qu'il y a des investisseurs qui sont en train d'aller vers la transformation de ce produit, parce qu'ils savent qu'un produit Hagda poisson, s'il ne trouve pas marché, il va le trouver en filet, parce qu'aujourd'hui les Algériens consomment du panga, qui est le filet de soleil, c'est du panga, qui est un poisson d'eau douce. Donc ils vont le consommer en filet. S'il n'y a pas de consommation en Algérie, et ça c'est une expérience, le cendre, qui est un produit excellent, produit dans les barrages, est exporté aujourd'hui en Europe, il est exporté en France, et il y a des accords pour qu'il soit exporté en Hongrie. Donc ce n'est pas le poisson qui n'est pas d'une excellente qualité. C'est une culture sur laquelle nous devons travailler. Nous organisons beaucoup de journées de dégustation à l'adresse des enfants et des femmes au foyer, parce qu'on met les taïbos, ou les enfants quand ils n'ont pas d'a priori culturel. Pour nous, je pense que un certain nombre d'entre nous, c'est trop tard. Je ne sais pas si on peut changer de culture à un âge avancé, mais nous travaillons sur cette question de culture. Et d'ailleurs, je vous remercie pour cette question qui est vraiment très pertinente. Pour ce qui est تاع نوال أولا على الطريق التجاري إلى موريتانيا وإلى نواكشوط، احنا لازم الزيادة في الإنتاج نشوفها أولا وقبل كل شيء، لازم نزيدها من الجزائر قبل أن نبحث عن استيراد الأسماك من بلدان أخرى، لأنه سياسة الحكومة اليوم تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، الرفع من الإنتاج الوطني، وليس الذهاب نحو استيراد المنتوجات. ولكن كما تفضلت هناك فرص للاستثمار في موريتانيا، ليس فقط الاستيراد ولكن الاستثمار. يعني حتى المستثمرين تاعنا يعني تفتحت لهم ابواب للاستثمار في موريتانيا، وعندنا علاقات مميزه مع هذه الدوله الشقيقه لمنحه للجزائريين 5 رخص للاستغلال وللصيد في موريتانيا. وهذه ال5 رخص اللي رانا بصدد تجسيدها في الميدان. يعني تم إرسال إلى الطرف الموريتاني دفتر شروط اللي نتعاملوا به من أجل الصيد في المياه الموريتانية. يعني احنا رايحين لكل الحلقة، ليس فقط
استيراد الأسماك، ولكن يعني الصيادين بوسائلهم باستثماراتهم يروحوا يصيدوا هذا النوع من الأسماك. وهذا الباب اللي فتح الحدودي الذي فتح ما بين الدولتين الشقيقتين يعني راح يسمح لهذا المستثمرين ولهذا الصيادين اللي راح يستفادوا من رخص الصيد أنهم يوصلوا المنتوج تاعهم إلى الجزائر. يعني الفائدة منه أننا نحصل على كل القيمة المضافة اللي تأتي من جراء صيد هذا الأسماك في موريتانيا، وهذا هو الأهم وأهم بكثير من استيراد هذه المواد مباشرة. اسمح لي سي حموش pour rester dans ce sujet. Ici même au forum de Moudjahid, vous avez parlé de 5 licences sans preneur. Est-ce que c'est toujours le cas? Sans preneur, c'est toujours le cas. Pourquoi? Parce que justement, il n'y avait pas, il n'y avait pas cette route. Parce que quand vous allez pêcher en Mauritanie, comment acheminer ce produit en Algérie? Si vous prenez tout le temps de faire le tour et de revenir, ça veut dire que vous allez proposer aux Algériens un poisson de 6 jours ou un poisson de 7 jours, ou vous allez proposer un poisson congelé aujourd'hui. Surtout pas le badge, monsieur Hamouche. Mais l'essentiel, ce que je veux vous dire, c'est que cette opportunité, et Nawel a bien fait de souligner cette porte qui est ouverte, c'est cette porte qui est ouverte qui pourra justement laisser nos professionnels transférer le produit pêché. Parce que il lui faut un marché. Est-ce qu'ils baignent la Mauritanie? S'ils le vendent en Mauritanie, ça ne sert à rien. Parce que les prix sont dérisoires en Mauritanie et ça ne paiera même pas le gasoil qui va faire acheminer les bateaux. Donc maintenant, si on envoie nos bateaux utiliser les 5 licences et le produit rentre par les frontières, bien entendu, ça serait meilleur commercialement, ça serait meilleur pour la prise de valeur ajoutée, parce que nos professionnels, il faudrait qu'ils gagnent de la valeur ajoutée, que notre pays gagne. Et faire profiter les wilayas frontalières. À l'occasion, je tiens à saluer ceux qui font de l'aquaculture à Tindouf, ils sont nombreux, et qui ont été visités par monsieur le ministre dernièrement, et qui proposent du poisson dans la wilaya de Tindouf, et ce qui est vraiment très nouveau. Pour ce qui est نتائج الجمبري، عندك الحق كي طرحتي هذا السؤال، لانه منذ سنوات يعني كانت عندنا مزرعتين نموذجيتين لانتاج الجمبري، واحده في سكيكدا من مياه البحر، والاخرى في ورقله ينتج الجمبري من المياه العذبه. وهذه مشاريع نموذجيه ومشاريع تابعه للمركز الوطني للبحث في الصيد البحري وتربية المائيات، اللي هو مركز وطني وبالتالي تابع للدولة. هما مراكز تجريبية، يعني بفضل هذه المراكز وبفضل الشراكة مع الكوريين، يعني اللي سمحوا لنا بنقل التكنولوجيا والتحكم في توليد وتفريخ الجمبري وفي تسمين الجمبري أيضا. يعني تحكمنا في التكنولوجيا، ولكن هذه المزرعتين ما عندهمش قدرة أو طاقة إنتاجية اللي تكفي باش نروحوا للسوق. ولكن اليوم كاين بالمقابل 3 مزارع خاصة، مستثمرين خواص اللي قاموا بطلب إنشاء مزارع لإنتاج الجمبري، منها وحدة في بومرداس، كاين 3، وحدة في مسغانم، وحدة في بومرداس، والأخرى في الطرف. ولكن المزرعة تاع بومرداس راح تدخل في طور الإنتاج في الأيام القليلة القادمة. يعني المستثمر انتهى من إنجاز الهيكل القاعدية لمشروعه، وراح يدخل في مرحلة إنتاج صغار الجمبري. والجديد في هذا المشروع هو أنه توجد مرافقة من مركز البحث مباشرة إلى المستثمر. يعني اليوم في نفس السنة هذه 2018 اللي تحكمنا في إعادة توليد الجمبري، وهذه تقنية القليل من الدول اللي يتحكم فيها. واش معناتها إعادة توليد أو إعادة تفريخ الجمبري؟ وهذا يعني إنجاز للعلميين الجزائريين، يعني اللي لازم نتحدثوا عليه.
الجزائر من قبل كانوا يجيبوا لها صغار الجمبري وتحكمنا في تقنية التسمين. من بعد جبنا أمهات الجمبري وتحكمنا في تقنية التفريخ. بصح أمهات الجمبري استوردناها من كاليفورنيا. اليوم من أمهات الجمبري اللي استوردناها ومن عملية التفريخ اللي تمت الأولى تم انتخاب أمهات جزائرية هنا في الجزائر. من هذه الأمهات اللي تم انتخابها تم إعادة تفريخ الجمبري، يعني كل الحلقة يعني تحكمنا فيها. سي دي كروفيت الجيريان كوا. سي دي كروفيت الجيريان. يعني واش معناه؟ معناه اليوم كي تحكمنا في الحلقة كاملة ما نحتاجوش كش واحد يجي يزيد يبيع لنا المدخلات ولا عندنا لاصوش. دخلت في الجزائر كي تحكمنا في هذه التقنيه معناه انه المستثمرين يقدروا اليوم هنايا كل شيء جزائري ننتج الجمبري 100% جزائري. وعمليه التفريخ اللي تمت في سكيكدا والتي استزرع بها البحر، وهذه لازم تعرفها، استزرع بها البحر يعني باش ما تروحش هذيك يعني التفريخ هذاك باش ما يروحش باطل وباش ما يروحش خساره، يعني تم استزراعه في البحر كتجربه. النتائج اللي جات من هذه التجربه، وكاين هنايا بعض المستفيدين يعني بعض المهنيين اللي اصطادوا هذه الكميات اللي اصبحت كبيره وذات حجم تجاري كبير. يعني اليوم طالبوا باش يدخلوا بشراكه مع مركز البحث، قال لك حنا نمدوا المدخلات باش تفرخوا لنا الجمبري ورموه لنا في البحر. يعني هادو حتى المهنيين اصبح عندهم وعي بهذه الطريقه اللي نجحنا فيها. فيما يخص المزرعه، المركز هو اللي يتبع خطوه بخطوه المستثمر. يعني كاين اليوم تحكم في تكنولوجيا في البحث العلمي تم وضعها تحت تصرف المستثمرين، وهذا اللي رانا نهدفوا ليه اليوم كحكومة وكدولة. يعني باش ما يكونش البحث العلمي ماشي في طريق والاستثمار ماشي في طريق، لازم نتائج البحث العلمي تكون عندها تطبيق استثماري وتطبيق في الميدان الاقتصادي، وهذا اللي راح يتم في الجمبري. نفس الشيء بالنسبة للدورات. على بالكم باللي كان لي بروجي هذوما كل المشاريع التي تم إنجازها في البحر لإنتاج ذئب البحر أو القاجوج الملكي دونك لولو ولا دورات، هذه كل المدخلات نستوردوها. يعني صغار الأسماك نستوردوها. على نستوردوها لأنه مازال ما نتحكموش في التقنية تاع تفريخ هذا النوع من الأسماك اللي هي تقنية يتحكموا فيها الدول الأوروبية. اليوم هذا العام هذه السنة في المركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات تم التحكم في تفريخ القاجوج وذئب البحر، وهذه التقنية أيضا ستوضع تحت تصرف المستثمرين. يعني منذ سنوات يعني تحكمنا في استزراع الأسماك المياه العذبة، هذه متحكمين فيها 100%. حتى الإنتاج نكتفوا ذاتيا، ما نحتاجوش نستوردوا صغار الأسماك تاع المياه العذبة. ولكن اليوم رانا بصدد التحكم في تفريخ الجمبري تحكمنا فيه، ورانا تحكمنا في تفريخ ذئب البحر والدورات. يعني هذا يجعلنا نأمل في السنوات القليلة القادمة ما نزيدش نستورد هذه المدخلات. وكذلك الأمر بالنسبة للأعلاف. يعني لازم تعرفوا أيضا الأعلاف راهي تستورد اليوم، وكما قلت هنا في هذا المنبر في فوروم المجاهد، كاين اليوم مستثمرين دخلوا في مجال انتاج الاعلاف. كاين بعض المنتجين راهم ينتجوا، واخرين راهم بصدد انشاء مستثمراتهم. يعني كل هذه الحلقات راهي تتركب لانه كاين ديناميكا يعرفها القطاع، كاين انتاج راهو يزيد، وبالتالي كل المدخلات راح يجي مستثمر يشوف باللي كاين سوق يدخل في السوق وينتج المدخلات. بالنسبه للتصريح على الانتاج، لازم احنا قلنا في افتتاح هذا الفوروم انه الانتاج هذا العام ارتفع بشكل محسوس، يعني اكثر من 20% زياده في الانتاج. ونأمل انه مع نهايه العام سيصل الانتاج
إلى 120 ألف طن. يعني احنا قلنا 115 إلى 120 ألف طن، ولكن نأمل يعني بالزيادة الكبيرة التي سجلت خلال هذه الفترة الأخيرة أنه يصل إلى 120 ألف طن. أما فيما يخص الإنتاج الأسماك في الولايات الداخلية، وهذا اللي راح يسمح برفع الاستهلاك في هذه الولايات، هذا عندنا برنامج في الوزارة اللي قلت لك كاين 1200 حوض استزرع، وكاين مناطق نشاطات في جنوب البلاد لإنتاج الأسماك التي هي موجودة الآن ومجسدة ميدانيا. يعني هذه العمليات تدخل في إطار برنامج يسمى سمينا حنايا على كل حال ديمقراطة الإنتاج السمكي. وعلاه ديمقراطة ديموقراطيزاسيون دو لاكواكولتور. على هذه الكلمة ديمقراطة لأنه الهدف تاعنا هو أنه نسمح لكل واحد في كل مكان أنه ينتج الأسماك، لأنك ما يلزملكش كميات كبار من المياه وما يلزملكش مساحات شاسعة باش تنتج الأسماك. وفي بعض الأحيان ما يلزملكش استثمار كبير، كما المزارع عنده الحوض تاعو موجود لأنه الحوض راح يستعمل فيه للسقي، يعني الاستثمار صفر ويمكن أنه ينتج الأسماك. حنا رانا نحصيو كل هذه الأحواض، حصينا 18,000 حوض يقدر يستعمل لإنتاج الأسماك. وهذه الأحواض رانا نعملوا باش نوضعوا خطة، يعني وضعنا خطة، ولكن 18,000 معناها أنك راح تكون 18,000 الشخص وراح يعني تنتج صغار الأسماك ل 18,000 الحوض. يعني كاين مجهود لازم نبذلوه، وبالتالي وضعنا خطة تدريجية. بدينا ب 2000، احنا قلنا رانا وصلنا 1200 والهدف مع نهاية العام هي 2000 حوض مستزرع. في السنة اللي موراها قلنا نوصلوا ل 5000 حوض إلى كميات أخرى، يعني هذا يخدم لهذا. وبالتالي الهدف المسطر واضح المعالم، وإن شاء الله احنا هدفنا وين تروح الولايه اللي تزورها لازم تلقى الانتاج تاعها تاع الاسماك زياده على الاسماك التي تصطاد في البحر والتي توزع اليوم بشكل عادي في الولايات الداخليه، واللي في بعض الاحيان في الولايات الداخليه تكون الاسعار ارخص من العاصمه. هذه نقدر نقولها. contrôle si les règles d'hygiène sont respectées. Heureusement, c'est un produit alimentaire. Donc vous ne pouvez pas mettre sur le marché des produits alimentaires s'il n'y a pas de contrôle. Au niveau des débarquements, il faut savoir qu'il y a un service permanent de vétérinaires qui surveille la qualité du poisson. Cela m'amène à aussi un autre sujet, c'est le sujet des réseaux de surveillance. Parce que, au-delà de ce que vous avez posé comme question, et je suis sûr qu'en arrière-pensée, vous pensez à la qualité de l'eau, vous pensez à la qualité du poisson. Au contraire, le poisson ne peut pas vivre dans une eau polluée. Il moute. Donc, si le poisson meurt, ça veut dire que votre eau n'est pas bonne. C'est déjà un indicateur. Si le poisson vit, ça veut dire que le poisson n'est pas malade. Nous avons mis en place un réseau de surveillance au niveau des côtes. Et ça, c'est un réseau, c'est une première en Algérie parce que vous avez 1600 km de ligne de côte. Ce n'est pas le laboratoire, parce que nous avons un laboratoire de contrôle et d'analyse des produits de la pêche et de l'aquaculture et de la salubrité du milieu. Donc le laboratoire seul ne suffit pas. Donc on a créé un réseau qui regroupe l'ensemble des potentialités de surveillance qui existent au niveau national. Donc il y a un laboratoire, il y a les laboratoires des universités, il y a le laboratoire de la gendarmerie, il y a le laboratoire de la police nationale, il y a le laboratoire qui existe au niveau des wilayas, il y a le centre national de la surveillance du littoral, le commissariat aux surveillances du littoral, des laboratoires. Tous ces laboratoires ont été mis en réseau et en mutualisant leurs capacités pour surveiller la qualité de l'eau, pour surveiller la qualité du poisson, parce que vous ne pouvez pas faire du développement si vous ne savez pas où est-ce que vous êtes en train de le faire. Est-ce que l'eau est de qualité? Est-ce que le poisson est de qualité? Aujourd'hui, nous avons ce réseau qui travaille. À la fin de l'année, nous allons produire, et ça c'est une première également, la carte de la salubrité
du milieu et qui va déterminer toutes les zones qui sont propres à la consommation du poisson. ميرسي. ناخذ السؤال تاع زميل لطيفه تفضلي. السلام عليكم. سؤالي اولا ما هي حصه الاقتصاد الجزائري سنويا والاهداف يعني ممكن نوقع عليه سؤال. سؤال اخر ما هي ايضا شحال تشكل نسبه تربيه المائيات مع طور المنتوج تاع الصيد البحري. وكاين سؤال اخر كاين دائما على حسب واش نسمعوا في المافيا تاع السمك اللي كل ما يكون انتاج وافر تاع السردين نحرموا يعني جزء منه في البحر باش الاسعار دائما تصعد مرتفعه ما يوصلش المستهلك بالاسعار الحقيقيه. يعني ماذا صح هذا؟ شكرا لطيفه. وي تفضلي يا نساء. شكون الاخت من فضلك؟ كنقول المعهد الوطني للارشاد الفلاحي. تفضلي. فيما يخص نشاط دمج تربية المائيات مع الفلاحة، لاحظنا وجود إقبال كبير من طرف الفلاحين بهذا النشاط خاصة في ولاية الجنوب الكبير. يعني السؤال هل هذا راجع إلى المرافقة والدعم المقدم من طرف المديرية في هذا الشأن؟ سؤال آخر، ما هي الفائدة التي تعود على الفلاح بصفة خاصة وعلى قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بصفة عامة؟ سؤال آخر، كنت حكيت قبل قليل اللي كاين لقاء ويعرف بالاقتصاد الازرق سننظم يوم 3 و4 ديسمبر في الجزائر ليجمع الجزائر بخبراء بدول اجنبيه. يعني هل من توضيحات اكثر فيما يخص هذا المؤتمر وما هو اثره على قطاع الصيد البحري وتربيه المائيات؟ شكرا. Je voudrais compléter cette série de questions par l'élevage au niveau du barrage. جاوب تفضلك مسؤول. Merci مدام. حصة الجزائري من الأسماك، يعني كنا تحدثنا على الإنتاج واللي ما يتماشاش مع الزيادة الديموغرافية للجزائري. في بداية الأسئلة يعني كان طرح هذا السؤال وقلنا باللي كاين إشكالية الطلب والعرض فيما يخص الأسماك. وقلنا باللي اليوم كل الدراسات تؤكد أن الثروة السمكية في البحر ليس فقط على مستوى الساحل الجزائري ولكن على مستوى البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى العالمي تؤكد أنه يوجد استقرار في الإنتاج السمكي من الصيد الكلاسيكي أو من الصيد البحري. وكل الزيادة المرجوة وكل الزيادة في الإنتاج الموجودة اليوم لا تأتي إلا من تربية المائيات. يعني من جهة كاين استقرار في الإنتاج وهذا توجه عالمي، ومن جهة أخرى كاين زيادة في الطلب. والزيادة في الطلب عندها سببين رئيسيين. السبب الأول هو النمو الديموغرافي، وهذا شيء عادي وطبيعي في لدى الدول. والزيادة في الطلب السبب الثاني هو يعني توسيع شبكات التوزيع اللي كنا نتحدث عليها قبل قليل. يعني قبل قليل تحدثنا على أسواق اللي كانت يعني تنحصر على المدن الساحلية، المدن وليس الولايات. ولكن اليوم هذا السوق توسع، الشبكة توسعت وأصبحت الأسماك تصل إلى أبعد نقطة من الولايات الداخلية، وهذا يجعل الطلب يرتفع على هذه الأسماك. وبالتالي نسبة استهلاك الجزائري اليوم أصبحت يعني لا تفوق 5 كيلوغرام للفرد وللسنة. ومنظمة الصحة العالمية يعني تعطي كأهداف هدف المنظمة الصحة العالمية لازم يكون الحد الأدنى للاستهلاك هو 6 كيلوغرام للسنة وللفرد الواحد. وهذا اللي رانا
نهدف إليه عن طريق مضاعفة الاستثمار في تربية المائيات، سواء على المستوى البحري أو على المستوى القاري أو على مستوى السدود والمسطحات المائية. لازم تعرفوا باللي كل سنة هناك عمليات استزراع للسدود الجزائرية التي بلغ عددها 80 سد، وهذه السدود اليوم هي اللي راهي تعطينا منتجات. البعض منها يباع في السوق الوطنية، والبعض الآخر يصدر كما تكلمنا قبل قليل، يصدر إلى فرنسا، يصدر إلى وهناك اتفاقيات لكي يصدر إلى المجر. هذا السمك من نوع السمدر، وهو سمك يعني ذو جودة عالية، حتى ولو أنه لا يوجد إقبال كبير، يعني يوجد استهلاك، ولكن حتى ولو لا يوجد إقبال كبير على استهلاكه، ولكن لازم نعرفوا أنه سمك يصدر وعنده قيمة سوقية كبيرة في الدول الأوروبية. أيضا هناك بعض السدود في بشار على سبيل المثال، في جرف التربة هناك أنواع من الأسماك تصطاد في بشار، تصطاد في قلمة وتصدر إلى تونس بشكل طبيعي. وهذه الأسماك يعني يصنع منها ما يسمى بمدخلات لصنع أعلاف الأسماك أيضا، وبالتالي يعني كاين طلب على هذه الأنواع من الأسماك، وكاين إنتاج على مستوى هذه المسطحات المائية أو هذه السدود. يعني اليوم لازم نعرفوا باللي كل المؤهلات اللي عندنا في مجال تربية المائيات ستستعمل، سواء كانت مؤهلات في البحر، سواء كانت مؤهلات في السدود والمسطحات المائية، سواء كانت مؤهلات في أحواض الفلاحين. وأيضا يعني نستغل المساحات الشاسعة والمياه الجوفية المتواجدة بوفرة في الجنوب لمضاعفة هذا الإنتاج. لازم نعرفوا بلي دولة كدولة مصر تنتج 1,000,000 طن من الأسماك تاع المياه العذبة، والكثير منها يصدر إلى دول أوروبية، إلى أمريكا، إلى كندا، إلى دول عربية. يعني إذا هناك دول استطاعت أن تدخل هذه الأسواق وتنتج بهذه الكميات، يعني أنه عندنا القدرات باش احنا أيضا ننتج هذه الكميات وندخل لهذه الأسواق. يعني حتى بالكميات القليلة التي ننتجها اليوم دخلنا لهذه الأسواق، ناهيك على إذا كان عندنا كميات معتبرة لنأمل أنه ننتجها في المستقبل. كان سؤال يعني حول نشاط دمج تربية المائيات، يعني الإضافة، يعني جاوبت عدة مرات على هذا السؤال، ولكن زيد نعاود نجاوبك عليه لأنه مهم في حلقة الإنتاج. الفائدة اللي يصيبها الفلاح من إنتاج الأسماك في الأحواض تاعو عنده 3 فوائد بشكل مباشر. الفائدة الأولى هو نفس كمية المياه راح تعطي له منتجين، تعطي له منتج نباتي المنتجات الفلاحية، وتعطيه منتج حيواني اللي هي الأسماك. المياه التي تستعمل للسقي راح تكون غنية بالأسمدة العضوية، يعني هو راح ينقص من استعمال الأسمدة الكيميائية، يعني راح ينقص من تكاليف الإنتاج، لأنه ما راحش يدفع مقابل الأسمدة الكيميائية ويعوضها بالأسمدة العضوية. والفائدة الثالثة واليوم راهي ملموسة في الميدان، وكاين دراسة قامت بها جامعة في الخميس مع مزرعة نموذجية لإنتاج البطاطا، كان فيه زيادة في المردود يفوق 30% مقارنة بمساحة مسقية عاديا، يعني أو بالطريقة التقليدية. يعني زيادة في الإنتاج في المردود يفوق 30%. وما صرح به خبراء الذين قاموا بهذه الدراسة، قال حتى الأمراض ما تكونش في المساحة المسقية طبيعيا. وهذا شيء يعني يجعل كل اليوم، علاش كاين كل فلاح، كي تكلمتي كاين طلب كبير على هذا الانتاج، لانه الفلاح شاف الاثر تاع هذا الانتاج
في المردود اللي عنده، شاف الاثر في الانتاج البيولوجي وشاف الاثر في نقص تكاليف الانتاج، وبطبيعه الحال عنده منتوج اخر اللي هو الاسماك، سواء للاستهلاك العائلي او الاستهلاك على مستوى السوق. الارشاد الفلاحي لازم تكون شريك تاعكم. هي راهي شريك تاعنا في الحملات التحسيسيه، ويمشوا معنا في كل الولايات. واظن ان المعهد انتج فيلمين اساسيين، يعني الاول حول تقنيات الاستزراع عند الفلاحين، والثاني حول يعني داروا 3 وصفات للطهي، وصفات لطهي الاسماك المياه العذبه، والتي تم نشرها على المواقع الاجتماعيه، يعني وحتى التلفزه اللي حبوا يديوها التسجيلات، يعني 3 وصفات. وعلاقه مع سميره، عشان سميره يعني اكيد للتعريف بهذا المنتوج اللي عنده نوعيه كبيره. فيما يخص الاقتصاد الازرق والملتقى الذي سينظم يوم 3 ولقاء الوزاري الذي سينظم يوم 4، هذا لقاء هام سيجمع أكثر من 200 خبير هنا في الجزائر العاصمة من مختلف الجنسيات من البحر الأبيض المتوسط، وما عندوش أهمية فقط للصيد البحري، يعني الاقتصاد الأزرق يهتم بكل ما يتعلق بالبحر، كل النشاطات التي تنجز على مستوى البحر، من صيد بحري وتربية المائيات أكيد، لأنه نحن مستعملين للبحر، ولكن هناك مستعملين آخرين، السياحة الساحلية، النقل البحري، يعني 95% اليوم من النقل البحري يتم عن طريق البضاعة تدخل الجزائر عن طريق البحر. هناك محطات لتصفية المياه على مستوى المدن الساحلية، والتي تسمح بالمحافظة على سواحلنا نظيفة، وبالتالي المحافظة على الثروة الموجودة في البحر، وهذا تبع لوزارة الموارد المائية. هناك إنجاز العديد من الموانئ. هناك لازم تعرفوا باللي الجزائر مربوطة للإنترنت عن طريق كوابل تمر تحت البحر، الأنابيب الغاز والبترول تمر تحت البحر أيضا، يعني كل هذا مستعملين للبحر، وموجودة أيضا نشاطات عديدة لتستعمل البحر اليوم. وعندنا يعني des opportunités كبار، فرص كبار للاستثمار في هذا المجال، وبالخصوص كما ذكرت سالفا مع القرار التاريخي لفخامة رئيس الجمهورية اللي أمضى على مرسوم في سنة 2018 في بداية السنة، والذي بموجبه رفع وعزز السيادة الوطنية، بحيث زاد نطاق السيادة الوطنية على البحر إلى 200 ميل في البحر، بإنشاء ما يسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهذا اللي راح يسمح لنا باستغلال فرص أكبر للاستثمار، باستغلال فرص أكبر لخلق الثروة ولخلق مناصب الشغل، ويكون عندنا أيضا وضع استراتيجي أهم بفضل إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة، واللي يكون عندها أكيد أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى التنمية وعلى خلق مناصب الشغل. Merci Monsieur Hamouche, on prend votre question. Donc si vous permettez, je vais poser la dernière série de questions et s'il vous plaît répondre très brièvement parce qu'on est pris par le temps. Donc on parle beaucoup du quota du temps. Qu'en est-il pour les spadons? La deuxième question, les pêcheurs revendiquent le statut de producteur au même titre que les agriculteurs. Est-ce que la pêche illégale est un phénomène en Algérie? Vous avez à un moment donné parlé de faux investisseurs, pas ici au Forum du Moudjahid, de faux investisseurs, et vous avez dit aussi que l'exploitation du corail reste tributaire des textes de loi. Est-ce que vous ne pensez pas que ça porte préjudice à notre économie? Merci, Monsieur Hamouche. Merci pour ces questions importantes.
Pour ce qui est du quota du temps, on en a parlé tout à l'heure, il y a une augmentation du quota. Pour l'espadon, bien entendu, il y a la mise en place d'un système de gestion de cette pêcherie, parce que l'espadon aujourd'hui est menacé en Méditerranée et même ailleurs. Donc il y a eu la mise en place, au même titre que le temps, d'un système de quotas. Ce que nous avons obtenu au terme des négociations, c'est que la moyenne des pêches algériennes soit maintenue en termes de ces quotas. Ça veut dire que nous avons pris la moyenne de ce qui a été pêché par les Algériens et nous avons proposé cette moyenne comme étant le quota de l'Algérie pour diminuer l'impact de ce quota sur la pêcherie algérienne. Pourquoi nous avons choisi cette stratégie de négociation en disant que nous ne sommes pas la cause de la destruction de cette ressource. Nous ne sommes pas les plus gros pêcheurs de cette espèce, de l'espadon. Nous n'avons pas contribué à la destruction de cette ressource. Donc nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui de léser nos pêcheurs qui pêchent des quantités qui ne sont pas considérables. Au niveau de la Méditerranée, il y a 560 tonnes qui sont pêchées annuellement et c'est exactement le niveau du quota qui a été attribué à l'Algérie. Et la question de la construction de ce quota et de la distribution de ce quota est en négociation, bien sûr, avec les professionnels. Aujourd'hui, nous avons une chambre élue et avec cette chambre, nous voulons construire les décisions ensemble par rapport à la gestion de ce quota. C'est-à-dire que nous, au niveau des instances internationales, nous avons négocié pour que le quota soit égal à ce que nous pêchons annuellement. Et d'un autre côté, pour ce qui est de la répartition de ce quota, nous discutons à chaque fois avec les professionnels pour trouver les clés de répartition entre professionnels. Pour ce qui est du statut de pêcheur-producteur, aujourd'hui, vous savez, il y a 2 ans qu'il y a eu la fusion entre le ministère de la Pêche et le ministère de l'Agriculture. Donc il y a un certain nombre de mises en cohésion des politiques par rapport à ces questions. Bien sûr, nous y travaillons. C'est un dossier qui est ouvert, mais il y a eu déjà des décisions qui ont été prises, notamment par rapport au document tenant lieu de facture qui a été produit, où il y avait une différence entre le document proposé à l'agriculture et le document proposé aux pêcheurs. Et après des discussions avec des professionnels, il y a eu cette harmonisation de cet outil. Et bien sûr, sur un certain nombre d'autres questions, il y a eu des harmonisations qui ont été réalisées. Par rapport aux pêches illégales et ce qu'on appelle les pêches INN, nous sommes aussi partie prenante de cette initiative qui est au niveau méditerranéen, parce qu'il ne faut pas non plus surveiller que de son côté. Ce que nous sommes entendus avec les pays de la Méditerranée, c'est qu'il y ait une surveillance autour de l'ensemble des pays, de manière à ce que s'il y a une capture INN illégale donc au niveau d'une région, qu'il ne soit pas possible à ces bateaux de débarquer au niveau d'autres ports. En Algérie, nous ne permettons pas des débarquements de bateaux étrangers. Donc par rapport à cette question, nous pouvons être tranquilles. Pour ce qui est des investisseurs, bien entendu, quand vous recevez des demandes d'investissement, vous ne pouvez pas a priori juger de la qualité des gens. Vous ne pouvez pas dire cet investisseur est bon et celui-là n'est pas bon. Vous demandez des prérequis pour que cet investisseur s'installe, mais ce n'est pas au niveau des premiers pas que vous allez savoir si cet investisseur est sérieux, si cet investisseur va concrétiser ou pas. Ça veut dire qu'au niveau de la pêche et de l'aquaculture de nos administrations, nous sommes obligés d'ouvrir les portes et de faire confiance aux gens. Nous faisons confiance aux investisseurs parce que c'est cette confiance qui nous permet de capter toutes les bonnes volontés. Parce que vous ne pouvez pas, en mettant des freins, savoir où est la bonne volonté. Vous pouvez fermer peut-être la porte à quelqu'un
qui veut concrétiser son projet et peut-être ouvrir la porte à quelqu'un qui ne peut pas le faire. Donc, notre stratégie, c'est d'ouvrir les portes de l'investissement. Tout le monde, il y a une égalité de traitement, une transparence dans le traitement des dossiers et on offre l'opportunité de le faire à tout le monde. Mais après, il y a des étapes que doit franchir l'investisseur. C'est ouvert aux étrangers? C'est ouvert aux étrangers dans le cadre de la législation algérienne. C'est ouvert aux étrangers. Vous avez les premières dépenses sont toujours significatives. Je vais vous dire pourquoi. L'étude coûte pour l'investissement en mer coûte à peu près entre 1 et 2 millions de dinars. S'il y a un investisseur qui met sur la table déjà 2 millions de dinars, ça veut dire qu'il est sérieux. Mais un investisseur qui dit qu'il photocopie une étude pour la concession, celui-là, vous ne pouvez pas compter dessus. Vous ne pouvez pas compter dessus. Ça veut dire que nous, si on voit vraiment que quelqu'un veut décrocher une concession, on le regarde au sérieux. Il y a eu auparavant des cas où des gens ont obtenu des concessions, mais je vous promets que tous ces investisseurs sont attaqués tous les jours à travers des mises en demeure. Beaucoup d'entre eux ont été destitués de leur concession parce que nous n'avons pas de temps à perdre avec des faux investisseurs qui prennent des concessions pour 30 mois et après il n'y a pas de concrétisation. Pourquoi il y a un engouement aujourd'hui? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui concrétisent aujourd'hui? Parce qu'il y a cette confiance entre l'investisseur et l'administration. Il y a un délai à respecter, justement. Il y a un délai à respecter. Il est de 30 mois pour la mise en place de l'investissement. Et je peux vous promettre qu'aujourd'hui, les Wali sont en train d'assainir tous les projets qui n'ont pas connu de mise en service, parce que d'un autre côté, il y a beaucoup de projets qui sont mis en service ces derniers temps. Beaucoup de gens, celui qui a mis les 40 cages, je vais vous donner une information, 40 cages, c'est 1 milliard de dinars d'investissement. Pour tout l'investissement. Plus d'1 milliard de dinars, c'est 100 milliards. L'investisseur a mis la moitié pour démarrer sur ses fonds propres. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui mettent aujourd'hui sur leurs fonds propres. Les banques accompagnent parce qu'il y a un système d'aide et un système de soutien au crédit bancaire qui sont bonifiés aujourd'hui pour ce qui est du fonctionnement. Donc il y a tout un système qui nous permet de savoir si l'investisseur va aboutir ou ne va pas aboutir. Les bonnes volontés sont plus nombreuses. Voilà. Et aujourd'hui, nous obtenons quelqu'un qui vient voir l'administration en novembre 2017. En novembre 2018, il met les Alvins en cage. Et ça, c'est vraiment une fierté pour nous, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui est venu nous voir à un salon au mois de novembre 2016 et qui a vendu son poisson au mois de mai 2018. Vendu son poisson. Vous voyez que quand il y a une bonne volonté, ça va très très vite et le poisson arrive très très vite sur le marché. Donc il faut favoriser toutes les bonnes volontés et les aider. Il faut sanctionner et éliminer tous les faux qui viennent se greffer. Et je peux vous dire que les dernières années à Doma, il n'y a pas beaucoup de faux qui viennent s'installer, je vous ai dit. Il y a des affaires qui atterrissent devant la justice? Nous n'en sommes pas au niveau de la justice parce qu'il n'y a pas de dépenses de l'État directes. Nous n'avons pas de soutien direct à l'investissement. Il faut que les gens achètent pour bénéficier des bonifications des taux d'intérêt. Si vous voulez bénéficier d'une bonification, vous devez décrocher votre crédit. Si vous décrochez votre crédit, ça veut dire que vous avez acheté. Donc il n'y a pas de possibilité qu'il y ait des malversations. Ce qui nous est préjudiciable aujourd'hui, c'est certains investisseurs, alhamdoulilah, ils ne sont pas très nombreux, qui nous retardent dans notre marche pour le développement, qui nous retardent pour mettre les poissons sur le marché. Les poissons seront sur le marché. Inch'Allah, ça je peux vous le promettre. Nous avons aujourd'hui un objectif d'augmenter les productions et de diminuer les prix. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la dorade. J'espère que vous le verrez demain pour le bar. J'espère que vous le verrez demain pour la crevette. Et c'est comme ça qu'on construit une filière. Ce n'est pas en disant je vais interdire ou je vais faire ou je vais, mais c'est la production. C'est toujours la production qui tire qui crée la richesse. C'est toujours la production qui va tirer les prix vers le bas et qui va rendre le poisson disponible. Le corail. Le corail, je vous l'avais dit en introduction. L'exploitation reste tributaire des textes. L'ensemble des textes relevant de notre secteur
ont été produits. L'agence, il y a eu une agence qui a été créée pour la gestion de ce dossier, c'est l'Agence nationale pour le développement de la pêche et de l'aquaculture à NDPA, et donc le siège a été fixé à El Tarf. Un directeur général vient d'être proposé et l'ensemble des textes ont été publiés dans le journal officiel. Il reste 2 textes liés au suivi douanier. Et dès que ces 2 textes seront promulgués, je peux vous assurer que nous sommes prêts de notre côté à relancer cette activité. 2019. Quand vous avez quelque chose en main, vous pouvez donner la date. Quand vous avez quelque chose qui n'est pas chez Vous avez vous... posé la question. Si, il y a un travail qui est fait en intergouvernemental, un travail qui est fait de suivi. Je pense qu'ils ont préparé les textes et nous attendons la finalisation de ces textes dans les prochains jours. Merci, M. Hamouche. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci pour l'invitation. Et merci à tous les journalistes.